Pour finir, la parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, témoigner mes remerciements et ceux du gouvernement à tous les intervenants de ce débat. Je pense que ce débat était nécessaire, je pense qu'il est utile. Il se doublera le 6 mai d'un autre débat sur le même format au Sénat. Ce que nous enseigne ce débat, c'est que, évidemment, les positions ne sont pas les mêmes sur ce sujet essentiel de la transition et de la souveraineté énergétique, qu'il faut faire preuve de prudence, qu'il faut documenter les arguments, qu'il faut faire confiance aux faits, et je vais essayer d'y revenir en apportant un certain nombre de réponses à beaucoup des critiques qui ont été formulées par les différents intervenants. Néanmoins, relever une convergence, peut-être pas totale, mais sur la quasi-intégralité de ces bancs, sur l'idée que nous avons besoin de décarboner notre économie. Nous avons besoin de décarboner notre économie pour sortir d'une forme de dépendance, pour sortir d'une forme de soumission, j'use le terme. Cette soumission, elle est vis-à-vis des énergies fossiles et des États qui la produisent et qui l'exportent et qui nous l'exportent. Je pense que c'est aujourd'hui le sujet essentiel qui doit nous guider tous dans la définition d'une stratégie énergétique. Et nous allons y revenir. Le but de ce débat, c'est de nous doter d'une programmation qui permette de trouver le chemin vers une énergie abondante, décarbonée et compétitive. Dire à ce titre qu'on ne débat pas juste pour débattre et que la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça a été dit par le Premier ministre, connaîtra des évolutions. Elle connaîtra des évolutions suite au débat que nous allons avoir. Elle connaîtra des évolutions suite à l'examen de la proposition de loi du sénateur Grémillet qui sera réalisé, cet examen, en juin, ici à l'Assemblée. Des réponses maintenant aux propos des différents groupes politiques. Je vais grouper mes réponses groupe par groupe. Le Rassemblement national qui a pris la parole en premier, Madame Le Pen a usé d'un terme qui est celui de paradis énergétique. Le paradis énergétique, si d'aventure le Rassemblement national mettait en œuvre son programme en matière énergétique. Je ne pense pas que ce terme de paradis soit le plus approprié. Je ne pense pas que rester sous la dépendance que nous connaissons aujourd'hui vis-à-vis des énergies fossiles, je rappelle que 60% de notre consommation énergétique est liée aux énergies fossiles, que sur ces 60%, nous importons 99% des énergies fossiles que nous consommons et que nous importons en provenance de pays qui ont fait ces dernières années, ces derniers mois, la preuve de leur instabilité et parfois de leur hostilité. Et donc, il y a un enjeu absolument essentiel à nous défaire de cette dépendance. Et je pense que ce qui doit nous guider, ça n'est pas justement d'aller vers un paradis où nous aurions comme interlocuteur la Russie, les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite, mais justement d'aller vers plus d'autonomie et moins de dépendance. Je pense qu'il y a aussi un point qui, dans le discours du Rassemblement national, ne correspond pas à la réalité, c'est l'idée que, et c'est revenu dans d'autres propos, c'est l'idée que la programmation pluriannuelle de l'énergie serait un texte de décroissance. Effectivement, la consommation énergétique dans cette PPE a vocation à baisser au fil des années. Est-ce que ça signifie que nous imposons à notre économie et à nos citoyens la décroissance? Non. Les deux piliers sur lesquels nous fondons cette trajectoire de diminution énergétique, c'est la sobriété et c'est l'efficacité. On peut continuer à produire autant, on peut continuer à maintenir les usages et le niveau de vie que nous avons en allant vers plus de sobriété, en allant vers plus d'efficacité. Décroissance ne signifie pas affaiblissement du niveau de vie ni de la compétitivité des entreprises. Monsieur Tanguy, vous avez évoqué l'idée que vous aviez raison avant tout le monde sur ce sujet-là. Je me permets d'apporter quelques nuances à ce propos. Le sujet du nucléaire, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. C'est un sujet qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport du commissariat au plan en mars 2021. Vous évoquez, à l'appui de cette stratégie basée sur le tout nucléaire, un certain nombre d'arguments qui me semblent pour le moins fragiles. D'abord, rappelez que les réacteurs nucléaires que nous allons commencer à construire ne seront disponibles qu'en 2038. D'ici là, nous avons besoin, Monsieur Tanguy, d'assurer à nos entreprises, d'assurer aux citoyens et aux ménages français le bénéfice d'une électricité
à des prix compétitifs. Pour cela, nous avons besoin du relais des énergies renouvelables. Et ce relais, vous le savez, il nous a été absolument nécessaire et indispensable lorsqu'en 2022 et 2023, notre parc nucléaire a connu de très fortes difficultés, avec la corrosion sous contrainte, avec une vague de froid, avec des difficultés qui sont de nature industrielle et que tout peut... Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Je pense que ce débat a été digne et sachez que la vocifération ne rend pas vos arguments plus convaincants, monsieur Tanguy. Tout le monde a pu constater que lorsque notre parc nucléaire a des difficultés, nous avons besoin des renouvelables pour trouver un relais. C'est ce qui s'est passé en 2022 et 2023. Et je pense que la sécurité et la responsabilité nous imposent de prendre des marges. À aucun moment, nous n'aurions parlé du prix. À aucun moment, c'est ce que vous avez dit, monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy, encore une fois, je pense que vous pouvez avoir des difficultés avec les faits, et en 2022 et 2023, tout le monde a constaté ce qui s'est passé, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, les faits sont têtus. À aucun moment, nous n'aurions parlé du prix. Le Premier ministre en a parlé lors de son propos, et vous avez évoqué l'idée que, parce que les prix seraient trop hauts, il n'y aura bientôt plus d'industrie en France. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons fait le choix de proposer à nos industriels, et les négociations vont se concrétiser d'ici le 1er janvier 2026, une électricité sur des horizons temporels suffisamment longs et à des prix compétitifs, en particulier pour les industriels électro-intensifs. C'est la raison pour laquelle le taux d'accise sur les industriels les plus intensifs en électricité, en utilisation de l'électricité, est de 50 centimes d'euros par mégawattheure. Il y a déjà un certain nombre d'aménagements dans notre système, et il y en aura plus encore demain, qui permettent et qui permettront à nos industriels de bénéficier d'une électricité décarbonée qui leur permette de lutter à armes égales vis-à-vis de leurs concurrents internationaux. Je pense qu'ici, il faut également regarder ce qu'il est possible de faire et ce qu'il sera possible de faire demain. Monsieur Amblard, vous avez évoqué l'idée que, il faut faire un moratoire sur les ENR. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire. Un moratoire sur les ENR, ça signifie très concrètement que nous allons tout droit vers ce que messieurs Armand, les députés Armand et Schellenberger ont appelé dans leur rapport sur la souveraineté énergétique, le rapport de leur commission sur la souveraineté énergétique, un effet falaise. Nous avons besoin du relais des ENR. Et très concrètement, faire un moratoire sur les ENR, c'est s'assurer d'un blackout, c'est-à-dire de l'indisponibilité d'un certain nombre de consommations énergétiques dans les plus brefs délais. Vous avez évoqué, monsieur Amblard, l'importance de la recherche. Et vous avez appelé de vos voeux, à l'horizon 2030, la mise en service de réacteurs nucléaires, de petits réacteurs modulables, qu'halogènes. Il se trouve que c'est précisément une des décisions qui a été formulée lors du Conseil de politique nucléaire, qui a été présidé par le président de la République il y a quelques semaines. Et donc, nous sommes ici, ça n'est pas si fréquent, je me permets de le signaler, sur un point de convergence. Mais vous appelez de vos voeux quelque chose qui existe déjà, et il y a des projets financés par France 2030 qui devraient effectivement trouver leur application industrielle à l'horizon 2030. Vous avez appelé de vos voeux de la recherche également sur la question de la gestion des déchets, de la fermeture du cycle. Ça fait également partie des décisions qui ont été annoncées lors du Conseil de politique nucléaire. Vous avez appelé au développement de la cogénération, monsieur Amblard. Il se trouve que notre parc nucléaire existant, notre parc nucléaire historique, n'a pas été conçu pour la cogénération. Lui appliquer, et sur les nouveaux réacteurs, je vous réponds, il se trouve que le design de l'EPR n'est pas non plus prévu pour la cogénération. Il faut donc avoir des réacteurs halogènes, des réacteurs qui produisent de l'électricité, et c'est précisément ce que nous allons faire. Enfin, vous avez évoqué, et je pense que ça résume assez bien le positionnement du Rassemblement national sur les sujets de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de vœux pieux, il y a beaucoup d'ambitions qui sont en réalité déraisonnables et irréalisables. Vous avez appelé de vos vœux une multiplication par 10 de la capacité hydraulique. Très sincèrement, pour qui s'intéresse à nos capacités de production hydraulique, aujourd'hui, c'est un objectif qui n'est pas atteignable et qui n'est pas raisonnable. Vous pouvez me tutoyer, monsieur Tanguy, je resterai serein et courtois, comme vous savez que je sais l'être. J'en viens aux prises de parole du groupe EPR. Monsieur Fugit
vous avez eu raison, je pense, de dire que le sujet de la souveraineté énergétique était le sujet essentiel. Vous défendez cet objectif en tant que président du Conseil supérieur de l'énergie, et je sais votre engagement sur le sujet. Vous avez rappelé la nécessité de financer de manière ambitieuse la recherche et l'innovation. Rappelez ici quelques chiffres. Ce sont les investissements, et je réponds en cela également aux remarques précédentes, les investissements qui sont consentis au titre du programme France 2030 pour les SMR, les petits réacteurs modulables. En 2024, c'était 626 millions d'euros en cumulé. Ce sont les investissements sur l'hydrogène, et je sais que vous y êtes particulièrement sensible, et sur les ENR, 1,476 milliard d'euros. Ce sont également les investissements sur l'ensemble de la production de chaleur bas carbone, avec des centaines de millions d'euros également. Vous avez eu raison de rappeler que les enjeux de notre système, c'est la résilience, qui réclame de la flexibilité, à travers différentes modalités. Ce sont les interconnexions, ce sont les capacités de stockage. Je pense que c'est à ce prix que nous atteindrons notre souveraineté énergétique. Madame Givernet, je veux d'abord saluer votre action en tant que ministre de l'Énergie, et en particulier cette action consistant à aller au bout du travail de réflexion et de concertation de cette PPE 3. Je pense que c'est aussi une manière de répondre à un certain nombre de critiques qui ont été formulées. Il y a eu de la concertation, il y a eu de la consultation, ça a duré 2 ans. Il y a eu des consultations d'un certain nombre d'institutions dans lesquelles figurent et siègent d'ailleurs des parlementaires. C'est le Conseil supérieur de l'énergie. Vous avez eu raison de dire que nous avons besoin de maîtriser nos consommations. C'est la raison pour laquelle l'objectif de consommation, alors que la consommation est aujourd'hui d'environ 1500 TWh par an, est en 2035 de 1100 TWh. Mais j'insiste encore sur ce point, ça ne signifie pas la décroissance, ça signifie de la sobriété, ça signifie de l'efficacité. Vous avez ouvert une réflexion dont je pense que le gouvernement peut se saisir, même si je n'en garantis pas l'aboutissement et l'atterrissage, sur l'idée que la fiscalité de l'électricité ne doit pas être moins avantageuse que la fiscalité des énergies fossiles. Je pense que c'est un sujet de réflexion et de discussion entre l'exécutif, le gouvernement et le Parlement dans les prochains mois. Pour ma part, je l'appelle de mes voeux. Vous avez enfin évoqué, à propos de l'électrification des usages, j'y reviendrai de manière un peu plus exhaustive car beaucoup d'intervenants y ont fait référence, la nécessité notamment de développer des bornes de recharge. Il se trouve qu'avec le ministre Éric Lombard, nous allons faire dans les prochaines semaines des annonces destinées à donner un nouvel élan au développement de notre parc de bornes de recharge électrique et à l'appropriation par les citoyens de ces bornes. Madame Klinkert, vous avez, où est-ce qu'elle est ? Elle est peut-être partie. Madame Klinkert a évoqué le sujet de la relance politique et les opportunités que permet peut-être le nouveau gouvernement allemand. Je pense qu'il y a effectivement une fenêtre d'opportunité pour agir au niveau européen sur l'agenda qui est celui de la France et en particulier soutenir au niveau européen l'énergie nucléaire pour discuter des interconnexions et de la flexibilité au niveau transfrontalier. Je pense que c'est une opportunité, nous aurons l'occasion d'en reparler. Monsieur Legac, vous avez évoqué le sujet des énergies marines. Je ne vais pas revenir sur tout votre propos, dire que nous partageons la nécessité de lancer des appels à projets, en particulier pour l'éolien en mer. L'éolien en mer, dont je le redirai tout à l'heure, on peut observer qu'il a atteint dans certaines configurations, pas dans toutes, un haut niveau de compétitivité économique. C'est particulièrement vrai pour le posé, ça l'est moins pour le flottant. Il faut aussi que nous ayons cette réflexion en tête. Mais en tout état de cause, dire que l'appel d'offres 10 est conditionné à la publication de la PPE. Et donc, cette publication, je n'y reviens pas, sera, je l'espère, effective dans plusieurs mois. Et rappelez également, puisque vous avez évoqué l'hydrolien, que la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionne également le lancement d'un appel à projet sur cette technologie qui est encore au stade expérimental à hauteur de 250 MW. Et donc, nous suivrons évidemment la réaction des acteurs à ceci. Du côté du groupe La France Insoumise, Monsieur Lenné, vous avez prophétisé une pénurie d'électricité dans les 15 ans, une explosion des prix dès maintenant.
Je veux simplement vous rappeler que toute notre stratégie est conçue pour éviter la pénurie d'électricité. La raison pour laquelle nous développons les ENR, c'est précisément pour éviter cette pénurie d'électricité. La raison pour laquelle nous projetons de construire des EPR, des réacteurs nucléaires, c'est précisément pour éviter cette pénurie d'électricité. S'agissant de l'explosion des prix, je ne rappellerai qu'un chiffre. Les tarifs réglementés ont connu en moyenne au 1er février une baisse de 15%. Ça, c'est la conséquence des choix qui ont été pris. Vous évoquez, à propos d'ailleurs des TRV, des tarifs réglementés, le risque de disparition. J'ai eu l'occasion de répondre dans cet hémicycle à certaines interpellations sur le risque de disparition des TRV. Il se trouve que la France défend au niveau européen les TRV. J'ai moi-même adressé à la Commission européenne, il y a quelques semaines, un rapport qui donne tous les arguments nécessaires au maintien des TRV. Donc je pense qu'ici, vous êtes à côté de la réalité en évoquant ce risque de disparition. Nous sommes attachés à ces tarifs réglementés et nous le resterons. Vous avez évoqué cette étude de l'UFC Que Choisir qui projette une hausse des prix de l'électricité. Je veux le dire très clairement, cette étude, et je m'en suis d'ailleurs expliqué avec la présidente de l'UFC, que j'ai rencontrée il y a quelques semaines, cette étude, d'un point de vue méthodologique, ne permet absolument pas de conclure à une augmentation des prix de l'électricité l'année prochaine. Et il n'y aura pas d'augmentation des prix de l'électricité au titre des tarifs réglementés de vente. Cette étude, elle a consisté à appliquer le cadre post-ARENH qui sera en vigueur à partir du 1er janvier 2026, mais sur des données qui sont celles du passé. Et l'UFC en a convenu, c'était une étude méthodologique, prospective, qui n'était pas une étude permettant d'établir une prévision de prix. Il faut être extrêmement clair sur ce point parce que nos concitoyens sont évidemment très sensibles à ce sujet. Enfin, je reprends votre propos selon lequel la sobriété et l'efficacité auraient été snobées, c'est le terme que vous avez utilisé. Lorsqu'on passe ou qu'on se donne pour objectif de passer de 1500 TWh de consommation, c'est la consommation actuelle, à 1100 TWh de consommation, je ne pense pas que la sobriété et l'efficacité énergétique soient snobées. En tout cas, nous n'avons pas tout à fait la même conception des chiffres si vous pensez cela. Monsieur Tavel, vous avez vous aussi, je n'y reviens pas, évoqué les sujets de sobriété et d'efficacité. Vous avez évoqué le fait que le NNF, le nouveau nucléaire français, arrivera ou arriverait trop tard. C'est la raison pour laquelle notre stratégie est une stratégie qui marche sur deux jambes. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons soutenir la production d'électricité dans les prochaines années au moyen des ENR. Vous avez dit que nous aurions, je ne sais pas si vous parlez au conditionnel, le projet de privatiser les barrages pour faire plaisir à la Commission européenne. Monsieur Tavel, Madame Battistel le sait bien, qui connaît très bien ce sujet, nous sommes depuis 2015 en contentieux avec la Commission européenne, précisément parce que la France refuse de mettre en concurrence ses concessions hydroélectriques. Et c'est la position que nous conservons et que nous conserverons. Donc s'il y a un pays ou un gouvernement à qui on ne peut pas faire ce grief, je pense que c'est bien la France. Merci, Monsieur Tavel. Du côté du groupe socialiste et apparenté, Madame Pic, je ne sais pas si elle est toujours présente, en tout cas je réponds à ces éléments. J'ai trouvé en réalité énormément d'éléments de convergence dans le propos de Madame Pic. Il n'est pas possible de se passer du nucléaire pilotable, nous sommes d'accord. Il y a urgence à publier la PPE, nous sommes d'accord. Il faut développer les énergies marines, le marémoteur, l'hydrolien. Je ne reviens pas sur la nécessité de publier la PPE pour lancer les appels d'offres d'éolien en mer et sur le fait que sur l'hydrolien, nous avons ici aussi un appel à projet en préparation dans la PPE. Madame Battistel, vous avez évoqué un certain nombre de manques qui feraient l'objet de l'avis, qui n'est pas un rapport, ça ne fait que quelques pages, de l'Académie des sciences. Rappelez quand même que l'Académie des sciences s'est prononcée sur la PPE il y a peu de temps, à la fin 2024, pour souligner que dans cette PPE, il y avait un point fort important, et je reprends le terme exact de l'Académie des sciences, c'était le nucléaire. Et donc l'idée selon laquelle la PPE serait déséquilibrée au profit des renouvelables et au détriment du nucléaire, non, mais je le dis parce qu'il y a quand même un élément important qui est la relance du nucléaire et qui n'est pas totalement présent dans l'avis qui a été formulé ces tout derniers jours, ces tout dernières semaines. L'Académie des sciences a aussi souligné les points forts de la PPE, et il faut quand même le dire. Je veux saluer le travail que vous menez avec le député Philippe Bollot, et nous en sommes évidemment
entretenu sur le point de sortie que nous pourrions trouver sur ce contentieux autour des barrages. Je pense que c'est un élément très important, vous l'avez signalé. Nous avons un potentiel de développement de l'hydroélectricité à installation existante, c'est-à-dire en faisant les investissements nécessaires à l'amélioration de la productivité des barrages. C'est 3 gigawatts à peu près. La PPE explique que nous sommes à 26 gigawatts de capacité installée aujourd'hui et que nous pourrions passer à 29 en 2035 sans construction de nouveaux barrages. Ça veut dire que ces investissements, ils sont absolument nécessaires et nous avons évidemment besoin de créer les conditions juridiques pour résoudre ce problème avec la Commission européenne. Je me tourne vers le groupe de la droite républicaine, Monsieur Nury. Vous avez dit, je vous cite, les énergies nucléaires, renouvelables intermittentes sont une folie, sont un gouffre financier. Simplement rappeler, à titre de comparaison, que le prix, dans le cadre d'un contrat pour différence, ce n'est pas le prix qui sera forcément pratiqué, mais le prix qui sert de base au schéma de financement du nouveau nucléaire, ça a été rappelé par le Premier ministre, c'est 100 € du mégawattheure. À ces prix-là, il y a déjà un certain nombre d'énergies renouvelables intermittentes qui sont beaucoup plus compétitives. Je pense en particulier à l'éolien posé ou aux grandes installations photovoltaïques. Nous avons, alors ce ne sont pas des prix sortis du chapeau, si je peux me permettre. L'appel d'offres qui a été lancé sur de l'éolien posé dans la Manche, ça n'est pas sorti du chapeau parce que ça figure explicitement dans l'appel d'offres. C'est 45 € du mégawatt. 45 € du mégawatt. Donc, non, c'est une annonce. C'est effectivement ce qui sera la base du contrat pour différence dans le schéma de financement du nouveau nucléaire. Donc, je pense qu'il faut ici documenter, prendre un peu de recul et ne pas prendre au fond des a priori comme vérité, parce que quand on regarde le détail des chiffres, eh bien, on est, je pense, on est parfois surpris. Vous nous avez dit que nous serions, du fait des énergies intermittentes, obligés d'arrêter des centrales. Rappelez ici, et je pense que c'est un sujet important, Monsieur Alfandari en a parlé également, nous en avons également discuté ensemble, que la modulation de notre parc nucléaire, ça n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis l'origine du parc nucléaire. L'idée que l'utilisation des réacteurs doit varier, c'est lié à la fois au fait que, évidemment, les réacteurs sont parfois en maintenance, mais si on met de côté cet aspect-là, c'est lié au fait qu'il est de l'intérêt économique d'EDF de moduler. Il est de l'intérêt économique d'EDF de produire au moment où les prix de vente sont les plus favorables. Et une question importante est celle de savoir si, au fur et à mesure que nous avons développé des capacités de production ENR, la modulation a augmenté. Ben, je vous réponds, ça n'est pas le cas. Et je vous donne des chiffres. Ce sont ceux d'EDF et de RTE. D'EDF et de RTE, Monsieur Alfandari. Je vous les donne. Sur la décennie 90, entre 90 et 99, le volume en moyenne annuelle de modulation, c'était 26,5 TW, entre 90 et 99. Entre 2000 et 2010, c'était 20,7. Entre 2010 et 2020, c'était 16,8. Depuis 2020, c'est 21,9. Nous sommes entre 26, c'était au début, et 21. Oui, enfin, ça augmente. On est, pardonnez-moi, si vous regardez la tende, non, ces chiffres, Monsieur Nury, prouvent précisément qu'il n'y a pas d'augmentation, quelle que soit l'approche statistique que l'on adopte. Il n'y a pas d'augmentation de la modulation qui soit en lien avec les ENR. Mais ayons ce débat, Monsieur Alfandari. Mais le fait est que ces chiffres sont à disposition. Enfin, Monsieur Nury, vous nous dites qu'il faudrait retirer le décret de la PPE. Rappelez que lorsque l'on défend le nucléaire, retirer le décret de la PPE, ça veut dire se situer, il m'a semblé que vous le défendiez, mais bien, je pense que nous avons ce même objectif. Retirer le décret de la PPE, c'est se situer sous l'empire de la PPE qui a été adoptée en 2020. Donc je veux quand même rappeler qu'elle prévoyait la fermeture de 14 réacteurs, 2 ont déjà fermé, et donc de 12 réacteurs supplémentaires. Donc, ça n'est pas vous, ça n'est pas moi non plus, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel horizon on se donne, Monsieur Nury. Et je pense que l'horizon qui est dans la PPE, de ce point de vue-là, est un horizon raisonnable. Et de ce point de vue, je pense que nous pouvons
être convergents. Madame Gruet, vous avez évoqué un passage en force à propos du décret. Rappelez que ce décret, il est quand même prévu par la loi. C'est la loi et le Code de l'énergie qui prévoit l'adoption de la PPE par décret. Et vous avez dit que le nucléaire serait relégué à un rôle d'intermittence. Alors là, je veux quand même comprendre entre guillemets, la base de votre affirmation. À partir du moment où on passe d'une PPE qui prévoit de fermer 12 réacteurs supplémentaires à une PPE qui prévoit d'en construire 6, peut-être 14, je ne pense pas que le nucléaire puisse être qualifié d'énergie intermittente. Et je veux le dire, le nucléaire, on le sait tous, n'est pas une énergie intermittente. C'est précisément la base de production de notre système électrique. Et c'est en cela que cette base est absolument essentielle. Et c'est un argument, d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables et n'avoir que des énergies renouvelables. Cette base, elle est absolument nécessaire. On a besoin d'énergie pilotable. Il n'y a pas que le nucléaire qui soit pilotable, mais en termes de volume, il n'y a que le nucléaire qui nous apporte la pilotabilité nécessaire sur les volumes suffisants et décarbonés, évidemment. Enfin, vous avez cité ce chiffre, et je crois que M. Ciotti l'a évoqué, pas tout à fait dans les mêmes termes, cette idée selon laquelle les investissements, en particulier sur les renouvelables, représenteraient 300 à 400 milliards d'euros. De quoi parle-t-on? On parle d'un chiffre qui d'abord s'étale sur 15 ans. S'étale sur 15 ans. Non, mais il faut quand même avoir en tête. On parle d'un chiffre qui mêle de l'argent public et des investissements privés. On parle enfin d'un chiffre qui mêle, pardonnez-moi, on parle enfin d'un chiffre qui mêle des dépenses concernant les renouvelables et des dépenses concernant le nucléaire. Donc, je pense que, là aussi, lancer des chiffres dans le débat, moi je n'y suis pas évidemment hostile, il faut documenter les choses, y compris sur les enjeux de financement, mais il faut savoir ce que sont la base de ces chiffres et il faut les disséquer. Moi, je livre à la représentation nationale et aux Français qui nous écoutent peut-être, je ne sais pas s'ils sont très nombreux à cette heure-ci, mais en tout cas, je livre ces informations. Monsieur Brun, vous avez, je vais peut-être insister, parce que beaucoup a été dit, sur le sujet de la stratégie hydrogène, dont j'ai compris qu'elle était un élément extrêmement important de sensibilité pour vous. Bon, l'idée que la stratégie hydrogène puisse être déceptive. J'étais il y a quelques jours à Alenjoie pour annoncer cette nouvelle stratégie hydrogène, la précédente datait de 2020, et pour annoncer en particulier le soutien à un certain nombre d'acteurs de l'hydrogène. La France peut être fière de sa filière hydrogène. Nous sommes le seul pays qui avons sur notre sol les 4 technologies d'électrolyse disponibles aujourd'hui scientifiquement. Nous soutenons cette filière, mais nous assumons de tenir compte, depuis 2020, de l'évolution du marché de l'hydrogène, du fait que certains usages sont peut-être moins pertinents d'un point de vue économique que d'autres, et nous assumons de recalibrer cette stratégie. Mais je ne pense pas qu'elle soit déceptive, pour en avoir beaucoup discuté en amont avec les filières, et je crois que monsieur le député Fugit est lui aussi très investi sur le sujet, nous en avons beaucoup discuté. Pour en avoir beaucoup discuté, ce dont avait besoin la filière hydrogène, c'était de visibilité. C'était de visibilité d'une trajectoire qui soit claire. Et je pense que ce qui a été annoncé correspond effectivement à ce qui était attendu, en tout cas a été plutôt salué. Du côté du groupe écologique, Madame Lernos, vous avez dit quelque chose à quoi je ne peux que souscrire. La meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Je n'y reviens pas. Il y a une dimension de sobriété et d'efficacité énergétique. Et les chiffres, le passage de 1500 à 1100 Tera, sont explicitement inscrits dans la PPE. Je pense que nous assumons cet objectif, qui est par ailleurs un des piliers du discours de Belfort. Lorsque vous dites en revanche que nous concentrerions tout sur une énergie unique, à savoir le nucléaire, je ne peux pas évidemment vous suivre. 2 exemples. Dans la PPE qui a été mise en consultation, il est prévu une multiplication par 5 des capacités installées en matière de photovoltaïque. Il est prévu un passage, un doublement des capacités de production en matière de chaleur renouvelable à l'horizon 2035. On ne peut pas ici dire qu'on fait le choix d'une énergie unique et nous assumons de marcher sur nos 2 jambes. Madame Voynet, vous avez évoqué un premier pari hasardeux, je cite vos termes, qui serait de repousser jusqu'à 60 ans la durée de vie des centrales et des réacteurs nucléaires. Dire que, d'abord, cette décision, elle ne serait prise que
de manière parfaitement documentée d'un point de vue scientifique, industriel et surtout de manière indépendante. Quel est le processus ici? RTE va fournir des études sur la capacité à maintenir les réacteurs en activité. Ces études seront ensuite validées par la SNR. Elles seront validées par la SNR. Et ça n'est que dans ce contexte et avec un avis scientifique éclairé qu'une décision serait, le cas échéant, prise. Donc je veux vous rassurer et rassurer ceux qui nous écoutent, on ne prend pas ce type de décision à la légère. On ne prend pas ce type de décision à la légère. Ensuite, deuxième pari, construire 6 EPR de plus. Ce pari, nous l'assumons. Dire que le schéma de financement ici, il inclut effectivement un prêt garanti par l'État à un tarif préférentiel. Je veux souligner que c'est ce qui se fait dans les autres pays. Le schéma de financement qui a servi de base au nouveau nucléaire est un schéma de financement que la République tchèque a validé pour le réacteur de Dukovany, qui a été d'ailleurs validé par la Commission européenne à ce titre-là. Donc, ça n'est nullement une invention, et nous ne sommes absolument pas seuls sur ce sujet. Rappelez, je l'ai déjà dit, qu'une partie du financement repose sur le prêt garanti, une partie du financement repose sur un contrat pour différence à hauteur de 100 € du mégawatt, qui permet d'amortir les investissements sur la longue durée, c'est-à-dire sur toute la durée d'utilisation des réacteurs. C'est ainsi que cela fonctionne. 100 € du mégawatt, je veux le dire, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un prix qui, du point de vue de la compétitivité, est dans l'épure de ce que l'on trouve sur d'autres énergies, en particulier les énergies renouvelables. Certaines, je l'ai dit, sont plus compétitives. Enfin, vous dites, Madame Voynet, que nous serions seuls en Europe à défendre le nucléaire, ou je ne vais pas citer vos termes, mais c'est quand même globalement le sens. Ici, pour passer quand même beaucoup de temps avec mes homologues européens, à Bruxelles, à Paris, à défendre le... En tout cas, vous avez dit que nous serions isolés. Peut-être pas seuls, mais isolés. Ce que je veux dire, c'est que a été lancée par ma collègue Agnès Pannier-Runacher, à l'époque ministre de l'Énergie, une alliance du nucléaire qui mêle aujourd'hui, je crois, 9 pays européens, peut-être 8 ou 9, j'ai un doute sur 8 ou 9, mais pour dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont attachés au développement du nucléaire, et nous défendons à Bruxelles un certain nombre de positions, notamment le statut de l'énergie nucléaire au regard de la taxonomie, au regard du régime des aides d'État, parce que nous y croyons. Et nous le faisons de manière collective avec d'autres partenaires européens. C'est ce que je voulais vous dire. Pour le MODEM, M. Bollot, dont je salue, je l'ai fait à propos de Mme Battistel, évidemment, votre travail sur l'hydroélectricité, mais je ne vais pas y revenir, nous en avons déjà parlé. Vous avez beaucoup insisté sur les réseaux. Je pense que vous avez raison. On a besoin de faire progresser la capacité, c'est-à-dire la production. On a besoin de faire progresser les usages. On a besoin de faire progresser ce qui est entre les deux, c'est-à-dire la capacité de raccordement, les réseaux. Ça tombe sous le sens, mais c'est évidemment ce triangle-là qui doit progresser de manière homogène, de manière régulière, sans quoi, évidemment, nous avons des difficultés. La planification, elle est indispensable et c'est précisément le sens des annonces qui ont été faites à la fois par RTE et par Enedis, avec des investissements pour chacune de ces deux entités à hauteur de 100 milliards d'euros à l'horizon 2040. Rappelez que investir dans les réseaux, ça n'est pas uniquement nécessaire pour accorder des renouvelables. C'est nécessaire au renforcement des réseaux et l'installation de nouveaux réacteurs nucléaires rend ce renforcement nécessaire. C'est aussi nécessaire pour accorder de nouveaux clients. Nous avons l'ambition, vous le savez, ça a été annoncé lors du sommet sur l'intelligence artificielle, d'installer un grand nombre de data centers sur notre territoire parce que c'est un enjeu de souveraineté. Nous avons ces discussions par ailleurs. Un data center d'1 gigawatt, ce sont les plus gros, ça consomme 8 TWh par an. Donc il est évident que les réseaux doivent être adaptés, doivent être renforcés et doivent permettre le raccordement à ces clients et à ces nouveaux clients. Et donc vous avez évidemment tout à fait raison d'insister là-dessus et sur la nécessité évidemment de renforcer les réseaux. Rappelez que dans le plan de 100 milliards d'euros de RTE, parce que c'est aussi une idée qui circule, moins de 50% de ces investissements concernent le raccordement de nouvelles capacités renouvelables.
Et il faut vraiment insister là-dessus. Et encore une fois, c'est sur un horizon de 15 ans, d'ici 2040. Monsieur Petit, vous avez insisté, et j'y souscris évidemment très fortement, sur la nécessité de penser franco-allemand, sur la nécessité de mêler les initiatives parlementaires aux initiatives gouvernementales, sur la coopération franco-allemande. J'y suis prêt, nous aurons l'occasion d'en discuter, je pense, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Les enjeux ici, c'est défendre le nucléaire et faire en sorte que l'Allemagne, qui n'a pas toujours été, c'est un euphémisme, en faveur du nucléaire, adopte une posture plus favorable ou moins défavorable. Et ça, je pense que nous avons besoin de faire masse de toutes les initiatives, celles des parlementaires comme celles des gouvernements, pour atteindre nos objectifs au niveau européen. Puis c'est le sujet des interconnexions, c'est le sujet du partenariat. Vous avez cité le traité d'Aix-la-Chapelle. Nous allons continuer la discussion sur ces sujets. Nous y sommes évidemment tout à fait prêts. Vous dire néanmoins qu'à titre personnel, l'idée d'une planification commune de la stratégie énergétique, ou alors j'ai mal compris des réseaux. La planification commune, je le dis au niveau européen parce que c'est la position que nous portons, il faut y faire attention. Un principe de subsidiarité, c'est-à-dire laisser une marge de décision aux pays qui sont les pays d'accueil des réseaux, c'est important. Je pense que nous pouvons coopérer, et j'en discutais encore il y a quelques jours à Londres lors d'un sommet sur la sécurité énergétique, avec nos partenaires européens, l'Espagne par exemple, ou le Royaume-Uni sont très demandeurs d'interconnexion, mais à la fin, je pense que la décision doit rester en France. Voilà ce que je pense, mais nous aurons, je parle des réseaux de transport, mais nous aurons la discussion. Pour le groupe Horizon, M. Alfandari, vous êtes beaucoup investi, il est parti. C'est dommage. Je voulais dire que M. Alfandari a posé évidemment des questions qui sont absolument centrales. La question de la méthode, il a déposé un amendement au projet de loi simplification dont nous allons pouvoir discuter dans les prochains jours. Un certain nombre de sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord, je vais le dire très clairement. L'idée que la PPE serait décroissante, j'ai déjà répondu à ce sujet et je pense que ça n'est pas le cas. L'idée que les coûts de réseau seraient démesurés, je viens d'y répondre. Les coûts de réseau sont à la fois nécessaires et ils ne sont pas liés en majorité au raccordement des énergies renouvelables. L'idée que la puissance installée excédentaire serait dommageable. Là aussi, je pense qu'il faut démentir cette idée. Avoir une puissance installée supplémentaire, lorsque nous avons des interconnexions, c'est nous donner la capacité d'exporter. Nous avons été exportateurs de près de 20% de notre électricité l'année dernière, avec un effet positif sur notre balance commerciale, 90 TWh. C'est nous donner la capacité d'amortir les difficultés lorsqu'elles surviennent. Et aujourd'hui, nous l'avons bien vu, en 2022-2023, il peut arriver que notre capacité de production, en particulier nucléaire, soit en difficulté. Donc nous avons besoin de relais, et avoir de la surcapacité, c'est avoir de la responsabilité sur la production d'électricité. Voilà, je ne vais pas forcément être beaucoup plus long. Simplement dire que je souscris évidemment à l'idée qu'il y a une urgence à électrifier les usages. Il y a un certain nombre de leviers. Tous ne sont pas des leviers budgétaires. Et il faut le signaler. Nous avons été à l'avant-garde d'une démarche visant en particulier à électrifier les flottes professionnelles d'entreprises pour favoriser l'achat de véhicules électriques par les entreprises. Un véhicule sur deux vendu en France neuf est aujourd'hui acheté par une flotte d'entreprises et trop peu d'entre eux sont électriques. Nous avons introduit un amendement au PLF 2025 pour cela. Il a été repris dans son principe au niveau européen et j'espère que le verdissement des flottes professionnelles va se poursuivre. Monsieur de Courson, vous avez évoqué le problème démocratique. Rappelez ici, même si je l'ai déjà fait, que la programmation pluriannuelle de l'énergie a fait l'objet d'une vaste consultation, que sa prise par décret elle est prévue par la loi, que par ailleurs, ça a été annoncé par le Premier ministre, nous allons examiner une proposition de loi qui nous permettra de débattre et de voter, pas simplement de débattre, mais aussi de voter sur un certain nombre d'amendements, et que nous tirerons les enseignements de l'examen de cette PPL pour le contenu de la PPE. Sur le financement du nucléaire, vous avez évoqué un chiffre, 100 à 150 milliards d'euros pour renforcer le raccordement des EPR. Ce qui est prévu, c'est pour la totalité, j'ai mal compris, alors pardonnez-moi. Simplement rappeler que, s'agissant du raccordement, sur les 100 milliards du plan de raccordement de RTE, seulement 250 millions sont liés au raccordement des EPR,
Et 17 milliards sont liés de manière globale au renforcement du réseau, dont évidemment une partie peut être la conséquence de la construction des EPR. Juste donner ces éléments de repère. Dire que vous partagez l'avis du haut-commissaire à l'énergie atomique sur les difficultés que pourrait faire naître pour le nucléaire le développement des renouvelables. Dire simplement que sur ce sujet, j'ai déjà répondu sur la modulation. Je dois également répondre sur une question qui survient parfois dans le débat, c'est les risques. Est-ce que le fait que des énergies renouvelables produisent, injectent de l'électricité dans le réseau, génère des problèmes de dégradation de notre parc nucléaire? Sur ce sujet, je vous renvoie à l'audition de M. Lewandowski, le responsable du parc nucléaire chez EDF, qui, lorsqu'il a été auditionné par M. Schellenberger et M. Armand lors de son audition devant la commission relative à la souveraineté énergétique de la France, a dit qu'il n'y avait aucune difficulté avérée s'agissant des circuits primaires des réacteurs liés à l'injection d'autres sources d'énergie, que des études complémentaires devaient être faites sur les circuits secondaires. Voilà où nous en sommes. Mais ici, la conclusion, c'est qu'au moment où nous nous parlons, il n'y a pas de risque scientifiquement, technologiquement avéré pour notre parc nucléaire lié à la concurrence avec les énergies renouvelables. Vous avez appelé de vos voeux la sécurisation du financement et un travail d'audit sur le nouveau nucléaire. Ce travail d'audit, il est réalisé depuis 2023 par la délégation interministérielle au nouveau nucléaire qui rend compte au ministère de manière très régulière et qui est intervenue notamment dans le cadre du Conseil de politique nucléaire. Vous avez insisté, et je souscris à cette préoccupation, sur l'incorporation des biocarburants. Vous le savez, le cadre fiscal va changer en réaction à la mise en œuvre de la directive qui vise à modifier l'incorporation des biocarburants, avec l'idée qu'on puisse traduire d'un point de vue législatif ces nouvelles modifications dans un prochain DADU, dans un prochain texte de loi qui traduit les dispositions européennes de transposition. Monsieur Ciotti, j'ai un petit peu répondu à vos interpellations. Vous avez fait référence au général de Gaulle pour parler de notre indépendance énergétique. Nul n'ignore ici que c'est à cette époque, effectivement, que notre programme nucléaire a été lancé. Néanmoins, parler d'indépendance énergétique quand, en 1973, le général de Gaulle n'était évidemment plus là, la crise du pétrole a frappé notre pays avec les conséquences qu'on sait, c'est passer sous silence ce qu'est la véritable indépendance énergétique. La véritable indépendance énergétique, c'est de n'être plus dépendant aux énergies fossiles. L'expérience de cette époque, elle nous enseigne bien que la stratégie que nous poursuivons, cette stratégie de défossilisation, de décarbonisation, de sortie de la dépendance aux fossiles, c'est la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie. Vous avez dit que la PPE3 serait suicidaire. Encore une fois, je ne reviens pas sur le fait qu'elle retourne la stratégie vis-à-vis du nucléaire, en prévoyant de construire des EPR plutôt que d'en fermer. Et vous avez mentionné, j'ai un peu répondu tout à l'heure, les coûts de l'éolien, en faisant référence à des chiffres, 180 € du mégawattheure pour l'éolien en mer, qui datent d'appels d'offres qui eux-mêmes datent de 2012-2013. 2012-2013. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, les appels d'offres, et j'ai donné cet exemple à propos de l'appel d'offres de la Manche, sont à des tarifs beaucoup plus compétitifs. Pourquoi ? Parce que la technologie s'est simplement améliorée. Et donc nous devons aussi faire le pari que les technologies s'améliorent au fil de l'eau. Je ne reviens pas sur l'idée, je l'ai dit à M. Le Gac, que l'éolien posé est compétitif alors que l'éolien flottant a besoin de trouver de manière plus forte sa compétitivité. Mais encore une fois, de quels chiffres parle-t-on ? De quels chiffres parle-t-on ? Et simplement rappeler qu'à ces tarifs de rachat, eh bien, ce type de parc éolien fait faire des bénéfices à la collectivité, puisque à partir du moment où vous avez un tarif de rachat, eh bien, vous avez une compensation qui s'opère à la hausse comme à la baisse. Lorsque les prix de marché sont supérieurs, eh bien, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. Et RTE, s'agissant de cet appel d'offres de la Manche, d'1 giga, avec un tarif de rachat de 45 €, a calculé que sur la durée du contrat, 2032-2052, et avec une projection raisonnable sur les prix de marché, ce serait 3,4 milliards d'euros de gains pour la collectivité. Donc, il y a des appels d'offres
qui vont générer des gains pour la collectivité. C'est de ça dont il faut être conscient. Monsieur Tanguy, encore une fois, la vocifération et les interpellations ne tiennent pas lieu d'arguments, en tout cas pas d'arguments convaincants. Monsieur Schellenberger, j'en termine avec Madame la Présidente Trouvé. Vous avez, et je partage évidemment ce constat, observé que la consommation d'électricité stagne, et ça fait un certain temps qu'elle stagne, en part du mix énergétique. Et de ce point de vue, je pense que retarder un certain nombre de mises en œuvre d'éléments qui figurent dans la PPE, retarder, comme vous l'avez évoqué, les appels d'offres pour l'éolien en mer, n'est pas la bonne solution. Ça n'est pas la bonne solution, notamment parce que toute une filière, avec des emplois industriels à la clé dans les territoires, attend ces appels d'offres. J'étais il y a quelques semaines au Havre pour inaugurer une nouvelle ligne de production avec 450 emplois à la clé de Siemens Gamsa, pour des pales d'éoliennes en particulier. On touche du doigt les emplois industriels qui sont liés aux perspectives que donne la PPE, et en particulier sur l'éolien en mer. Lancer de nouveaux steps, je pense que c'est quelque chose qui peut également se regarder. Rappelez néanmoins que, je n'y reviens pas, nous avons besoin pour cela de clarifier le cadre juridique, et nous attendons, au sortir de la mission Bollot et Battistel, de pouvoir discuter avec la Commission sur une voie de passage. Madame la Présidente Trouvé, j'en termine. Bon, le terme d'anomalie démocratique lié à cette PPE, je pense y avoir déjà répondu. Il y a un certain nombre d'éléments qui me font penser que ça n'est pas une anomalie démocratique. Au contraire, que par ailleurs, et je sais que vous êtes attaché au développement des énergies renouvelables, et je viens de le dire, l'adoption de la PPE, c'est une demande très explicite de toutes les filières d'énergie renouvelable aujourd'hui. Donc, délayer cette publication ou contester la publication de la PPE, ça nécessite peut-être de discuter avec ces filières-là. Et dire enfin que, s'agissant des prix réglementés, je vous l'ai dit, nous avons défendu les tarifs réglementés de vente de l'électricité, nous allons continuer à le faire. Les prix réglementés, ils vont s'inscrire à partir du 1er janvier 2026 dans un nouveau cadre qui est ce qu'on appelle le post-ARENH. Ce nouveau cadre, il traduit la mise en œuvre d'un règlement européen, qu'on appelle le règlement EMD, qui va permettre un meilleur découplage des prix de l'électricité et des prix du gaz. Et vous le savez, ce dispositif qui rentre en vigueur au 1er janvier 2026, il va écrêter les revenus que est susceptible de faire EDF dans l'hypothèse où les prix de marché sont trop hauts pour les reverser aux consommateurs. C'est ça le fonctionnement de ce système. Et donc, je pense que nous nous rapprochons avec ce système d'un dispositif qui est à la fois protecteur et qui doit l'être à la fois pour les ménages, pour les citoyens, mais aussi pour nos entreprises. Je pense avoir répondu, sinon à tout. Dire que je n'ai pas répondu à tout, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, que le ministère de l'Industrie et de l'Énergie, dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, publiera dans les prochaines semaines et après le débat qui aura lieu au Sénat, une réponse très exhaustive à l'ensemble des critiques, à l'ensemble des interrogations qui ont été formulées lors de nos débats, parce que je pense que c'est également une transparence que nous devons à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.